les Gilets jaunes sont une révolte très française et très classique en France. Le premier élément de ce classicisme, si j'ose dire, c'est la base, c'est-à-dire la révolte fiscale. Il y a toujours eu en France des révoltes fiscales, que ce soit sous l'Ancien Régime, depuis le Moyen-Âge, sous la République, etc. C'est vraiment un grand classique français. Vous savez, pour se faire payer les impôts, sous Louis XIV encore, on envoie l'armée, parce que les gens ne veulent pas payer l'impôt. Donc c'est vraiment très récent que le fameux consentement à l'impôt dont on nous rebat les oreilles, c'est quelque chose de très récent. Ça, c'est une première chose. La seconde, la deuxième, pardon, si j'en ai une troisième, qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une révolte populaire du cœur du peuple français contre les élites. Les élites parisiennes pour la plupart, mais pas seulement. Et ça encore, c'est un trait éminemment français, et là je devrais être un petit peu plus long, parce que c'est un des faits majeurs que j'aborde dans le livre. Il y a une constante des élites françaises qui abandonnent leur peuple au nom d'un idéal supérieur. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça tout le temps. Je donne comme matrice de ce comportement le comportement de l'évêque Cochon avec Jeanne d'Arc. L'évêque Cochon n'est pas du tout un imbécile, c'est pas du tout un monstre, c'est pas du tout un sale type, c'est un lettré, c'est un intellectuel, c'est un type très intelligent et qui a simplement compris qu'avec la défaite de la France, des armées françaises face à l'Angleterre après Azincourt en 1415, la France c'est fini, il vaut mieux faire un grand pays avec l'Angleterre, quitte à être dirigé par des rois anglais. Après tout, ces rois anglais parlent français, ils sont catholiques à l'époque comme les rois de France, donc il n'y a pas de problème, et c'est pas la révolte de cette petite bergère de rien du tout qui sait pas lire et écrire qui va lui en remontrer. L'important, c'est la paix, et bien plus importante que les volontés et les passions de ce peuple-là qui se révolte maladroitement et pour lui malencontreusement. C'est ça, Cochon. Et Cochon, je dis en plaisantant dans le livre, c'est Jean-Claude Trichet. Ah oui, c'est exactement la même chose. Jean-Claude Trichet, il dit, quand il est nommé gouverneur de la Banque Centrale Européenne, « I'm not French ». Et il le dit en anglais. Pour lui aussi, c'est pas un monstre du tout. Je le connais, Jean-Claude Trichet, je l'ai croisé plusieurs fois, j'ai déjeuné avec lui. C'est un type très intelligent, un lettré, pas du tout un monstre, pas du tout un sale type, un type de grande qualité. Mais pour lui et pour toutes les élites françaises depuis 30 ans, la France doit se soumettre dans un grand ensemble européen au nom de la paix, voilà, au nom de l'universel. C'est toujours les mêmes valeurs, la paix, l'universel. Alors après, évidemment, ça change. L'universel au Moyen-Âge, c'est le catholicisme. L'universel en 1792, c'est les droits de l'homme. L'universel aujourd'hui, c'est cette version nouvelle des droits de l'homme avec la défense des minorités, etc., ce qu'on connaît par cœur. Mais à chaque fois, les élites françaises estiment que les valeurs supérieures de l'humanité doivent... ça ne les gêne pas, en gros, qu'on sacrifie le peuple à ses valeurs. Et Macron en est la quintessence. Et c'est la révolte des Gilets jaunes, c'est où on existe, où on est là, on n'a pas envie de mourir. Simplement, ça ne veut pas dire qu'ils sont contre les élites, ça veut dire qu'ils veulent que les élites les regardent, qu'ils veulent que les élites les considèrent, qu'ils veulent que les élites fassent avec eux, et non pas sans eux. Et non pas, vous savez, si vous voulez, on a des élites qui estiment que le peuple français est de trop. Voilà, en fait, c'est ça. Oui. De toute façon, pour elles, pardon, les classes populaires, vous avez remarqué, les classes populaires, maintenant, quand elles disent les classes populaires, c'est uniquement les banlieues. Non, regardez la sémantique, elle est très intéressante. Les classes populaires, on dit les quartiers populaires pour dire les banlieues.
Moi, je dis les quartiers islamisés, mais eux, ils disent les quartiers populaires. Je croyais que le peuple, c'était le peuple français. Non. Vous voyez, c'est cette dérive sémantique qui rend fou les Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, c'est simplement le peuple français, le peuple qui est à la Madeleine pour la mort de Johnny. Et ce peuple-là, lui, ne veut pas mourir comme Johnny. Il veut continuer à vivre. Et le conflit, il est là. Alors évidemment, il prend des formes multiples, etc. Mais je crois que profondément, nous avons là un conflit, mais vraiment existentiel et tout à fait exemplaire de l'histoire de France. Bon, vous savez, on sait depuis Pareto que l'histoire est un cimetière d'élite. On sait que chaque élite remplace l'autre, on sait que les révolutions sont le vecteur de ces remplacements d'élite, les guerres aussi, on l'a vu à chaque fois, on a vu soit la Révolution française, soit les autres révolutions de 1830, de 1848, à chaque fois il y a un remplacement d'élite, les guerres aussi, toutes les guerres de la Révolution, de l'Empire, etc. Auparavant, sous l'Ancien Régime, c'était le roi lui-même qui en fait faisait monter les élites contre les aristocrates, c'était la grande tactique des Capétiens, très intelligente. Ils l'ont, d'ailleurs, c'est à partir du moment où ils l'ont interrompu, à partir de Louis XV, ils ont laissé revenir, prendre le pouvoir, les aristocraties traditionnelles, que la monarchie a été balayée. Donc, si vous voulez, les élites sont faites pour se succéder. Maintenant, aujourd'hui, nous avons des élites, telles que je les ai définies tout à l'heure. Donc, je pense que c'est simple. Soit elles comprendront ce qui se passe et elles iront vers ce peuple qui ne veut pas mourir. Ça, c'est la solution vertueuse. Et donc, elles se sauveront. Soit elles refuseront et elles continueront dans leur aveuglement à vouloir imposer un système mondialisé qui détruit tous les peuples. Et dans ce cas-là, elles seront balayées. Ou alors, les élites auront finalement la peau du peuple. Ce n'est pas une hypothèse, après tout, impossible. Mais le combat, il est là. Il est là, et on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Donc, je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Tout dépendra du comportement des élites. Et tout dépendra aussi de savoir s'il y aura des élites de remplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien, on a un mouvement très populaire, mais on n'a pas d'élite qui incarne ce mouvement. Vous savez, avant la victoire de la gauche en 1981, François Mitterrand avait une formule très, très maligne, je dirais. Il disait « il faut que la majorité sociologique rejoigne la majorité politique ». Il voulait dire à l'époque « l'alliance des classes moyennes et des ouvriers doit finalement emporter et elle doit soutenir l'union de la gauche qui finalement arrivera au pouvoir ». Il a échoué en 1974, il a réussi en 1981. Aujourd'hui, nous avons exactement le même problème. La majorité sociologique n'a pas de majorité politique. Et donc nous sommes dans une impasse politique, une impasse démocratique, et c'est pour ça que nous avons cette violence. C'est parce que justement, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de débouché. Et il y a face à des élites mondialisées autistes, il n'y a pas d'élite de remplacement, car il n'y a pas de majorité politique qui corresponde à la majorité sociologique. C'est le drame français aujourd'hui. Contrairement au fantasme de la France insoumise, ce n'est pas la Ve République que les gens contestent. Les Français sont un peuple monarchique. Ils ne veulent surtout pas qu'on leur enlève l'élection du président de la République au suffrage universel. Ils auraient l'impression alors d'être vraiment dépouillés de leur dernier et faible pouvoir. En revanche, il y a un vrai problème de représentativité, ça c'est sûr, à l'Assemblée nationale, puisque le système majoritaire à deux tours fait que et le Front National et la France Insoumise, et je ne parle même pas de la masse des abstentionnistes, n'ont que très peu de représentants. Mais le général de Gaulle et surtout Michel Debré ont préféré l'efficacité à la représentativité. En échange, si j'ose dire, ils avaient fait de la Ve République une arme de guerre contre les élites. C'était De Gaulle qui retrouvait l'inspiration des monarques.
Aujourd'hui, nos élites ont magnifiquement retourné les institutions de la Ve République contre le peuple. D'abord en se débarrassant du référendum, évidemment, trop de risques, et en s'accrochant et en donnant le pouvoir, une partie du pouvoir législatif qu'on avait enlevé au Parlement, en le donnant en partie à la technostructure et en partie à la technostructure de Bruxelles. Donc comme ça, il n'y a plus de possibilité pour le peuple d'avoir une influence sur les décisions. Les débats fondamentaux sont à Bruxelles et décidés à Bruxelles, et donc les débats au sein de chaque nation n'ont pas vraiment de prise sur un mode de décision qui s'est éloigné pour mieux se protéger. Donc ça, c'est la crise du régime. En clair, la Ve République était faite pour un pays souverain. Quand on l'est de moins en moins, évidemment que la Ve République tourne à vide et devient une machine à mettre à distance le peuple, alors que c'était l'inverse. La crise de civilisation, oui, ça c'est encore plus évident. Il y a une double crise de civilisation. Il y a une crise de la civilisation occidentale, de la civilisation judéo-chrétienne, qui est chrétienne, qui est même, si vous voulez, à la fois une crise du spirituel et une crise géostratégique. Une crise spirituelle avec toutes les notions habituelles de la famille, de Dieu, etc., qui ont été balayées, bafouées, ridiculisées, etc. Ça, on n'a pas besoin de vous faire un dessin, c'était un des thèmes de mon précédent livre, Le suicide français, et un déclin géostratégique, là aussi pas besoin de vous faire un dessin, puisqu'on voit bien que l'Europe n'existe plus, que les pays européens qui ont dominé le monde ne sont plus grand-chose, pris entre les géants, États-Unis, Chine, tout ça est une évidence. Il y a un troisième élément de cette crise de civilisation qui est un affrontement de civilisation sur le sol même de l'Europe, et en particulier en France. C'est-à-dire que soit on estime, vous savez, c'est toujours le mot civilisation a un double sens. Au XVIIIe siècle, il est la civilisation avec un C majuscule, c'est-à-dire, en gros, on monte vers la civilisation de plus en plus civilisée, hein, d'où l'expression être civilisé, contre les barbares. Et puis, à partir de la fin du XIXe siècle, et surtout du XXe siècle avec la décolonisation, on commence à dire que les autres civilisations ont aussi une valeur. Civilisation chinoise, civilisation africaine, etc., islamique, et patati et patata. Donc si on estime que là, il y a plusieurs civilisations, la civilisation européenne est assiégée par la civilisation islamique sur son propre sol. Là, c'est la grande nouveauté depuis 30 ans, c'est-à-dire que nous avons, et on le voit bien en France, mais pas seulement en France, en Angleterre c'est très net, et dans d'autres pays, nous avons des parties entières de nos pays qui sont passées sous la coupe de la civilisation islamique. Et ça, c'est aussi une crise de civilisation, mais c'est dans le sens de la guerre de civilisation. Donc on a tout ça qui se mêle et qui rend vraiment très, très âpre toute discussion, toute querelle, et je dirais rend très, très, très confuse la sortie.